Moi, je m'appelle Sylvana Dovi, je suis avocate au barreau de Marseille. Donc, je suis spécialisée en droit des affaires et fiscalité. Et dans ce cadre-là, donc, j'ai un volet donc, TPE, PME, hein, très classique. Et je suis partenaire de plusieurs incubateurs dans la région, notamment l'accélérateur M et Marseille Innovation. Donc, j'accompagne des startups qui se lancent, hein, des porteurs de projets, qui ont des idées et qui ont besoin de matérialiser et de créer et tout simplement lancer leurs projets. Voilà un petit peu pour la présentation. Dans ce cadre-là, je les accompagne donc sur les volets que je vais vous présenter d'ailleurs, hein. C'est-à-dire une partie donc droit des contrats, une partie droit des sociétés selon le statut sous lequel vous vous lancez. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Un peu de la fiscalité, évidemment. Si c'est des sociétés, il y a toujours une partie de TVA, IS, etc. Donc, c'est toutes les questions qui peuvent se poser. Et je pense que c'est assez intéressant d'avoir un programme tel que le vôtre qui vous permet de faire une petite synthèse de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter avant de se lancer. Et même pour ceux qui sont lancés, ça permet de faire un point, hein, sur cette situation, d'avoir un retour d'expérience, des petits exemples concrets. Et le jour où vous avez une situation donc, problématique, j'espère que vous saurez bien rebondir et gérer au mieux la situation. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer la présentation, tout simplement. Alors, juste un instant, je ne la vois pas, la présentation. Alors, j'ai mis la première slide sur le plan. Oui, super. Moi, juste, je ne la vois pas. Ah bon? Alors, moi, c'est parce que je pense que vous n'avez pas votre caméra activée, donc c'est peut-être pour ça. Ouais. Vous la voyez, vous? Non. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, excusez-moi. Je ne l'ai pas mise alors? Excusez-moi. Alors, attendez. Oui, pas de souci. Normalement. Peut-être que. Oui. Donc, c'est bon? Oui, c'est bon super. Pour vous? Ouais. Ah, super, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, le thème aujourd'hui, c'est un peu de faire un focus sur les principaux points que vous allez tous, ou presque tous, avoir à gérer. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer donc, par les statuts et la gouvernance, c'est-à-dire les statuts sous lesquels vous allez lancer votre entreprise, ce qu'il faut faire pour immatriculer une société et les sujets pardon, de la gouvernance, c'est-à-dire la gestion de la société, la direction, le statut social et les relations entre associés. Par la suite, donc, on verra un point sur le droit des contrats. Est-ce qu'il faut un contrat obligatoirement? Selon si je suis en B2B, B2C, vous verrez que ce n'est pas forcément la même chose. Qu'est-ce que je dois faire par rapport aux conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation, etc. Un point sur la propriété intellectuelle, qui à mon sens est parfois un peu trop négligé par les porteurs de projets. Il faut savoir que c'est très important, hein, avant de se lancer, de vérifier qu'effectivement vous êtes bien détenteur de la propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce que vous éviterez que 6 mois, 1 an après avoir lancé votre projet, votre communication, vous ayez des retours d'un concurrent qui vous intente une action contre vous. Et pareil, si vous faites bien les choses, vous aurez la possibilité de vous protéger et d'éviter que dans 1 an, vous ayez un concurrent qui vous fasse de la concurrence déloyale et que vous ne savez pas forcément bien vous protéger parce que vous n'avez pas forcément fait les bonnes choses dès le départ. Et pour finir, donc on verra un petit peu donc, la partie droit social. Ce sera quand même assez court, même si la slide les slides que j'ai préparées sont un peu longues, mais le but c'est vraiment que vous ayez les premiers réflexes en cas d'embauche. Je sais que c'est pour les porteurs de projets, on a facilement recours donc, aux stagiaires, aux apprentis. Il ne faut vraiment pas oublier que ce type de contrat, ce sont des contrats qui sont sujets donc, au droit du travail. Le droit du travail est particulièrement protecteur pour les salariés, ce qui est une bonne chose, hein, c'est pas une critique, mais du coup, des fois, ça vient un petit peu se frotter, j'allais dire, à la gestion d'une start-up, et on se retrouve de plus en plus, hein, on le voit dans la pratique, avec des contentieux d'apprentis, et il faut savoir que les actions au prud'homme, c'est tout de suite des actions qui valent très cher. Pour se défendre, on engage des frais, et les demandes indemnitaires, vous savez, c'est beaucoup des amendes, des plafonds qui sont déjà fixés, c'est-à-dire 6 mois d'indemnité de salaire, etc. Donc, on arrive tout de suite sur des gros montants et clairement, ça peut faire un projet. Hein, donc, voilà. Le but, c'est de faire très attention. Donc, on va passer effectivement les 2 heures qui viennent ensemble. N'hésitez surtout pas à m'arrêter. Le but, c'est que voilà, vous ayez compris, que vous ayez bien en tête tout ce qu'on va voir. Oui, allez-y. Je sais pas si...
J'ai une question. Est-ce qu'on enregistre cette session, Fatima, non? Je ne sais pas si on l'a fait. Elle le fait. Oui, c'est bon. Voilà. Pas de souci. Donc le but vraiment, c'est que vous n'hésitiez pas à m'arrêter si vous avez la moindre question. Vous pouvez me présenter vos cas concrets. J'y répondrai avec plaisir. Et vaut mieux peut-être un échange un peu moins long, mais où vous avez participé, plutôt que quelque chose de très scolaire où vous allez décrocher, surtout en visio, assez rapidement. Si ça vous va, les autres, les participants? Très bien. Super. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer donc, de suite sur les statuts et la gouvernance. Donc, comme je vous l'ai dit, les objectifs, je passe un peu, effectivement, je l'ai fait, merci Fatima. Donc, vous le savez, pour lancer une entreprise ou un projet, vous avez plusieurs formes de structures qui vous sont offertes. Donc, le premier statut, qui je trouve est parfois souvent négligé, c'est l'auto-entreprise ou la micro-entreprise. Il faut savoir que normalement, c'est juste micro-entreprise, hein, ça a changé de nom, mais c'est vrai que le terme le plus utilisé, ça reste auto-entreprise. L'auto-entreprise, c'est un statut quand même qui est particulièrement avantageux. Il faut bien se rappeler qu'il a tendance à être un peu, j'allais dire, négligé parce que les gens pensent que c'est pas forcément une structure qui est pérenne, que c'est pas forcément adapté aux projets sérieux, etc. Pas du tout. Hein, vous pouvez avoir un projet très sérieux et le lancer en micro-entreprise. Les formalités donc d'ouverture d'une micro-entreprise sont gratuites. C'est particulièrement simple parce que vous avez un guichet unique et des formalités donc à faire à l'URSSAF, que ce soit par mois ou par trimestre. Hein, c'est des déclarations de chiffre d'affaires. Et par la suite, vous pouvez gérer votre entreprise, l'assurer, parce que bien sûr, il faut assurer hein, votre activité donc, professionnelle. Mais c'est un statut quand même qui est parfaitement adapté, surtout aux projets qui ne nécessitent pas d'investissement considérable. C'est-à-dire, je n'ai pas forcément besoin d'engager des moyens importants pour ouvrir ma structure. Peut-être que le statut donc, de la micro-entreprise, avec son régime donc, social et fiscal, peut être intéressant selon mon projet. Hein. Pourquoi? Parce que le statut de la micro-entreprise, ça fonctionne avec des abattements. Et un pourcentage au niveau des cotisations fiscales et au niveau de l'impôt sur le revenu, hein, c'est le barème. Hein. Donc, vous avez un abattement selon le type d'activité. Si c'est de la vente, c'est pas la même chose que si c'est de la prestation de service, si c'est de l'activité, je sais pas, n'importe quoi, de la location meublée, etc. Et donc, à partir du moment où, par exemple, vous avez une activité de prestation de service, je sais pas, vous faites du développement web, vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens à engager parce que vous avez déjà votre ordinateur, vous n'avez pas forcément un gros budget de communication. Il faut savoir que votre chiffre d'affaires, donc je vous donne un exemple, vous faites 50 000 € à l'année, il va y avoir un abattement qui est déduit et vous ne payerez de l'impôt sur le revenu que sur l'assiette après application de l'abattement. C'est-à-dire en l'occurrence donc 50%, donc sur 25 000 €, vous allez déclarer aux impôts et vous allez payer vos cotisations donc, sociales. Ça permet effectivement beaucoup plus de flexibilité. Vous n'avez pas l'obligation d'avoir un deuxième compte ouvert. Vous n'avez pas de frais, comme je vous l'ai dit, à l'ouverture de la société, qui n'est pas d'ailleurs une société, hein, c'est une micro-entreprise, mais bon, c'est une entreprise. Donc voilà, c'est un statut quand même qui est assez favorable. Après, évidemment qu'il est en plus de ça beaucoup plus adapté aux personnes qui veulent se lancer et qui peut-être ont un travail à temps partiel à côté, qui veulent tester leur marché le temps de quelques mois avant de savoir si vraiment ils se lancent définitivement, etc. Donc voilà, il y a ces deux cas de figure, mais le but c'est de ne pas négliger ce statut qui peut quand même être assez avantageux. Deuxième option possible, c'est les sociétés commerciales, tout simplement. Alors, selon le type d'activité, vous allez avoir une société qui est préconisée, mais généralement, on a deux choix possibles. C'est une société à responsabilité limitée, SARL, ou SARL-U si vous êtes tout seul, et une SAS, donc société par action simplifiée, pareil, unipersonnelle si vous êtes seul. Ce sont deux sociétés donc, à forme commerciale qui sont toutes les deux à responsabilité limitée, hein, même si la précision n'est pas faite dans le titre de la SAS. La vérité, c'est que si vous ouvrez une société commerciale, que ce soit une SARL ou une SAS, vous allez apporter un capital social. Donc, le capital social, généralement, ça peut être 1 000 €, 10 000 €, etc. À partir du moment où vous ne commettez pas de faute, qu'il n'y a pas de faute de gestion particulière, que vous avez bien géré la société et qu'on ne peut pas engager votre responsabilité personnelle,
votre responsabilité sera limitée au montant des apports. Donc, vous avez mis un capital social de 1 000 €, votre responsabilité, elle ne peut pas dépasser les 1 000 € sur les dettes professionnelles, hein, j'entends. Donc voilà, donc c'est des sociétés quand même assez protectrices des intérêts donc, des porteurs de projets et des dirigeants. On le verra tout à l'heure, hein, ce qui différencie vraiment le choix de la SARL ou de la SAS, c'est principalement le statut social du dirigeant. Ce ne sont pas les mêmes statuts sociaux. Donc votre choix va se porter, si vous êtes sûr de vous verser des rémunérations rapidement, plutôt sur la SARL, parce que la rémunération du gérant, elle est moins assujettie à cotisation que sur une SAS. Maintenant, ça peut être d'autres motivations qui vous poussent à choisir donc, la SAS. Exemple, j'ai du chômage, donc je ne vais pas percevoir de rémunération pendant 2 ans. Je n'ai pas forcément envie qu'on m'appelle sur des cotisations sociales dès la première année. Donc, je vais m'orienter en SAS. Et puis, les premiers salaires ne seront pas forcément très élevés. Donc, les cotisations, la différence, on la sentira pas trop. Et le jour où, effectivement, ma société cartonne très bien, là, je pourrais soit changer de forme, soit optimiser différemment mon statut. Voilà. Après, les autres différences, ça se situe surtout aussi sur les droits d'enregistrement en cas de cession de titres. Il faut savoir que c'est plus cher de céder des titres de SARL que de SAS. Donc, mais bon, là encore, ça va dépendre du contexte. Si vos titres ne sont pas forcément beaucoup valorisés, peut-être que ce critère, on ne va pas forcément beaucoup le prendre en compte. Et après, la troisième et grande différence qui va vous inviter donc, à choisir l'un ou l'autre des statuts, c'est qu'en SAS, vous avez une liberté contractuelle beaucoup plus importante. Ça veut dire que vous allez pouvoir donc rédiger des statuts qui sont beaucoup plus adaptés à ce que vous voulez faire dans la société. Et pareil, pour le pacte d'actionnaires, on aura une liberté qui fait qu'on pourra insérer des clauses et aller plus loin qu'à SARL. Mais là encore, et ça c'est un peu le fil rouge de cette réunion, le but c'est que vraiment vous choisissiez le statut, voilà, vos contrats, etc., en fonction de votre activité. Il n'y a pas de statut particulier, de statut type, ça dépend de votre situation, de vos projets, de votre prévisionnel, de votre future rémunération. Voilà, le but c'est de faire un choix qui correspond à vos besoins. Vous êtes seul, vous êtes 3 associés, c'est pas la même chose. Pareil, vous êtes 3 associés, d'un côté vous êtes entre membres d'une même famille, de l'autre vous êtes 3 tierces personnes, vous connaissez à peine, ce ne sera pas forcément la même solution qui va être préconisée. Donc vraiment, il faut prendre en compte les différences, prendre en compte les avantages et les inconvénients de chaque structure et faire un choix qui correspond à votre situation. Là, en l'occurrence, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a beaucoup de SAS qui se montent. C'est pas forcément le choix le plus adapté. Donc voilà, le but, c'est que vous regardiez si vraiment ça vous correspond. Ce choix, il doit être fait aussi à l'aune des conseils qui vous ont donnés. Ça peut être un avocat, ça peut être un expert comptable aussi, qui vous préconise la meilleure forme possible. Voilà. Et après, donc, je passe rapidement sur les sociétés civiles, holding, sociétés immobilières. Le but, c'était de vous dire effectivement que ça existe. Ce ne sont pas les mêmes statuts, mais ce n'est pas forcément le but de cette réunion, à part si vous avez des questions sur ce type de structure. Et après, dernière option possible sur les associations. Il faut savoir qu'une association peut effectivement être à but non lucratif, mais ce n'est pas toujours le cas. Une association, elle peut aussi être à but lucratif. Donc, ce qui va changer, c'est le régime fiscal, mais c'est tout à fait possible. Il y a des associations qui génèrent de l'argent, qui ne respectent pas forcément les plafonds et les critères, vous savez, en termes de prix, de public, etc. Mais la seule différence, entre guillemets, ça va être au niveau de la fiscalité. Elle sera juste assujettie aux impôts commerciaux. Donc voilà, ça peut être un choix que vous avez. Et après, bien sûr que ça va dépendre de votre projet. Si vous voulez effectivement toucher des subventions ou autre, bien sûr qu'il faudra que l'association soit à but non lucratif. Mais voilà, c'est aussi une société, enfin une forme de structure qui existe et qui peut permettre de lancer un projet. Voilà pour les formes de société. Donc, on va s'attarder sur les statuts des sociétés à forme commerciale. Donc, on revient tout sur la SAS et la SARL. Les statuts, vous aurez effectivement des modèles, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles devront reprendre les critères qui sont mentionnés, donc c'est-à-dire la forme de la société. Je vous conseille toujours de rédiger des statuts
ou de faire rédiger des statuts qui mentionnent le fait que la société peut fonctionner à plusieurs associés comme tout seul. Ça vous évitera des démarches le jour où vous vous séparez de vos associés ou au contraire où des associés donc, vous rejoindront. Parce que faut savoir qu'à chaque fois qu'on modifie les statuts, on considère que c'est des décisions donc, extraordinaires, donc vocation à modifier les statuts de la société. Et dans ce cadre-là, c'est une modification donc, au greffe, une publicité légale, donc ce sont des frais. Donc, le but, c'est de les éviter. Donc par la suite, donc les statuts devront comprendre un peu les responsabilités, donc notamment des dirigeants. Si vous êtes gérant de la SARL et président de la SARL, vous avez une responsabilité qui est engagée. Donc il peut y avoir une limite en termes de responsabilité, notamment parce qu'on limite les pouvoirs des dirigeants. Le régime matrimonial, qui a son importance notamment à la SARL, parce que un conjoint peut revendiquer la moitié donc, des titres selon le régime matrimonial. Donc il faut faire attention à ce type de détails. Qui est important. Et pareil, si vous associez avec une personne qui est mariée sur le régime de la communauté, on fait attention à ce que finalement, le jour du divorce, c'est pas le conjoint ou la conjointe qui réclame la moitié des titres de votre associé. Voilà. La rédaction des statuts, comme je vous l'ai dit, donc unipersonnel ou pluripersonnel, le but c'est de prendre des statuts qui prévoient les deux. L'objet social, attention, il y a des activités qui sont réglementées, donc vous ne pouvez pas vous lancer dans n'importe quel type de structure. Alors il y a plusieurs formes de réglementation. Si on est sur l'activité donc libérale, bien sûr qu'il vous faudra donc l'autorisation de l'ordre. Pareil sur les activités qui sont réglementées au niveau d'un chambre des métiers, il vous faudra une immatriculation donc au niveau de cette chambre. Selon aussi certaines activités, il peut y avoir des formes de société qui ne sont pas permises, où vous ne pouvez pas exploiter la structure avec de telles activités. Donc attention, je pense, là l'exemple que j'ai c'est le débit de tabac, mais il y en a d'autres qui vous permettent effectivement de recueillir qu'à une forme de société. Et après, donc, des clauses de majorité, vous faites attention. Si vous êtes à plusieurs, vous essayez donc d'insérer des clauses de majorité qui vous permettent de garder le lead sur certaines décisions, ou en tout cas, ça se discute, mais il faut l'anticiper et ne pas faire un copier-coller où finalement, le jour où vous n'entendez plus, vous remarquez que vous n'avez pas la possibilité donc de prendre cette décision. J'ai un exemple en tête, c'est que il y a beaucoup de contentieux au niveau donc des associations. Finalement, on ne s'entend plus au bout de quelques mois. Il faut savoir que par exemple, il y a beaucoup de statuts où il est mentionné que les clauses de dissolution de la société, c'est-à-dire j'arrête l'activité de la société, ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. L'unanimité, c'est compliqué à avoir quand on ne s'entend plus. Donc, on se retrouve des fois avec des sociétés dans lesquelles il y a des mésententes particulièrement importantes qui font qu'on ne peut pas forcément exploiter la société, qu'elle n'a plus forcément de chiffre d'affaires. Et un associé, pour emmerder l'autre ou pour obtenir ce qu'il réclame, peut, j'allais dire, bloquer les décisions et faire en sorte que la société continue d'exister alors qu'elle n'a plus de chiffre d'affaires, que financièrement c'est compliqué, etc. Donc, on fait attention, on relit les clauses, on anticipe, même si c'est compliqué de se projeter dans l'avenir, on anticipe et on fait en sorte que le jour où il y a un contentieux qui arrive, j'ai pu un petit peu prévoir et anticiper et voir ce que je peux faire, quoi. Voilà, et après, dernière clause que je préconise, même s'il y en a d'autres, c'est la clause d'exclusion, qui là encore est quand même assez négligée. La clause d'exclusion, elle doit être rédigée avec attention, surtout si vous êtes plusieurs. Vous devez prévoir toutes les listes, la liste de cas d'exclusion qui sont prévus, les modalités donc, de vote, le sort en cas d'exclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau des droits financiers, au niveau des droits de vote, etc. Donc on fait attention, on prend le temps de rédiger donc, les statuts, de les signer, de comprendre ce qu'elle préconise pour pouvoir les appliquer et faire en sorte que la relation se passe bien dans le futur, quoi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non, pas forcément. Bon. Écoutez, si vous voulez, on avance. Sur le statut donc, des associations, là, on est sur les associations, comme je l'ai dit, généralement à but non lucratif, mais ça peut être à but lucratif aussi. Évidemment que là, ce sont des contrats. Après, on les appelle aussi classiquement des statuts, mais c'est un contrat. Et il y a effectivement des obligations en termes de forme.
c'est qu'ils doivent être signés par au moins 2 personnes. Vous savez que généralement, dans une association, donc, il y a le président, il y a le trésorier, puis il y aura un secrétaire, etc. Donc, il y a des conditions de forme qui devront impérativement être respectées. Les statuts, donc, on doit mentionner, mais comme je l'ai dit, l'objet, le but de l'association, ses règles de fonctionnement, très important, le titre, l'objet, la durée de l'association, le siège social, les conditions d'admission, de radiation donc, des membres, les pouvoirs, la nomination donc, du conseil d'administration, pareil pour les comités qui sont ajoutés. Et éventuellement, effectivement, vous pouvez ajouter à ces statuts, qui pourront ou non faire l'objet d'une publicité, un règlement intérieur qui peut aller plus loin et qui peut encadrer encore mieux les relations entre les membres des associations. Voilà un petit peu sur les associations. Et après, je ne sais pas s'il y en a qui ont pour projet de lancer une association. Juste pour savoir si je dois m'y attarder ou pas. Non. C'est bon. Je suis désolée, pardon, j'ai pas bien entendu. Oui, un petit peu. Oui, on est deux et on n'a pas encore créé la société. Donc, oui, il y a un objectif d'association. Ouais, je suis désolée, j'entends pas trop. Je ne sais pas si les autres, vous avez le même souci. Je crois que c'est Benjamin qui disait qu'ils n'avaient pas encore créé la société. Ah oui, d'accord. Mais pas, je parlais des associations. Non. Les associations, ok, désolé, je croyais qu'on était. Bah non, du coup. Non. Bon, tout ça pour vous dire, je ne m'attarde pas trop effectivement dessus parce que c'est assez particulier, mais il y a aussi un volet très important au niveau des associations, c'est le volet fiscal, hein, qui attention, il faut faire attention. Les associations, certaines se créent pour recevoir par exemple des dons de tierces personnes, et là il y a des formalités obligatoires à réaliser, notamment auprès des impôts. Donc voilà, je vous invite à faire attention et à bien vous renseigner avant de lancer une association, surtout si vous voulez recevoir des dons du public qui seraient défiscalisés. Voilà. Super pour les associations. Après, donc, ouais, sur les spécificités, vous savez que une société commerciale peut avoir une raison d'être, être société à impact et ou société à mission. Ça, généralement, donc, c'est assez important quand on développe un projet économique et social. Hein, donc voilà, parce que c'est l'objet du projet que vous avez lancé. Ça peut aussi avoir son importance quand on veut répondre à des appels d'offres ou recevoir des subventions des collectivités publiques, etc. Donc là encore, il y a des formalités qui sont prévues, notamment pour relever donc, de l'entreprise solidaire. L'ESS. Pareil pour les entreprises donc, à impact, etc. Donc vous savez que selon ce que vous allez prétendre réaliser comme formalité, il faudra que les statuts soient conformes à ce que vous allez demander. Exemple, si vous créez donc une entreprise qui relève donc d'une société à mission, il faudra prévoir un article dans les statuts. Pareil, si vous souhaitez donc demander l'agrément ESUS, il faudra que les statuts prévoient des modalités donc démocratiques au niveau donc de la gestion entre les associés et les dirigeants. Pareil aussi, il faudra prévoir, si vous avez des salariés, des modalités donc de vote démocratique des décisions, des modalités aussi de réinvestissement des bénéfices et de la trésorerie de la société dans certains développements. Donc, je vous invite à porter une attention particulière à ça avant de se lancer sur ce type donc, de spécificité. Et pareil, hein, bien sûr qu'il y a des formalités qui ne relèvent que du déclaratif. C'est le cas de la résidence d'une société, hein, c'est vous qui le déclarez. Par contre, quand vous allez prétendre à des agréments particuliers et à des mentions, notamment qui figurent sur le CABIS, etc., il pourra y avoir des contrôles. C'est des agréments qui sont donnés sur des temps limités. Et dans ce cadre-là, il faudra, que vous rédigiez des comptes rendus, que vous réalisez certaines démarches pour prouver qu'effectivement, vos engagements, vous y tenez. Donc là aussi, vous le prenez en compte avant de lancer la structure, parce que si vous me dites finalement dans 6 mois, 1 an, j'ai pas le temps, j'ai rien fait, etc., vous pourriez vous retrouver quand même assez embêté et on pourrait vous demander effectivement de ne plus faire usage de ce type de mention. Donc attention vraiment à ce type de formalité. Toujours pareil, hein, on essaye de se projeter vers l'avenir pour bien comprendre est-ce qu'on va le respecter, est-ce qu'on pourra le respecter ou non. Voilà, sur ce type de...
Sur les options fiscales, donc importantes, comme je l'ai dit, ça concerne plus les sociétés donc commerciales, mais ça peut concerner aussi les associations quand elles sont soumises aux impôts commerciaux. Donc généralement, les deux principales options qui sont choisies, mais ce ne sont pas les seules, parce qu'il peut y avoir des sociétés à forme commerciale qui sont soumises à l'IR, mais c'est la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux principaux régimes. C'est la franchise en base, donc je ne m'assujettis pas à la TVA. Donc, ça veut dire que je ne vais pas collecter de la TVA sur mes factures. Donc, quand je vends un bien, un service, je ne vais pas ajouter donc, le taux de TVA qui est applicable. Typiquement, c'est 20% sur une prestation de service. Donc, je facture une prestation à 1 000 €, je n'assujettis pas ma facture à TVA et je ne lui demande pas 20% en plus sur ma facture. Par contre, corrélativement, je n'ai pas le droit de la déduire. Donc, c'est-à-dire que je vais supporter mes charges avec la TVA. Donc, je ne vais pas pouvoir récupérer la TVA que j'ai payée sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, je ne sais pas, sur les payages, sur tout ce qui touche. Donc voilà, donc là, on est en franchise en base. Au niveau de vos factures, vous allez devoir mentionner ce régime, et sur toutes vos factures. C'est une mention qui devra impérativement figurer. Donc ça peut être intéressant, surtout sur les marchés où il n'y a pas forcément une élasticité prix très importante, où vous avez beaucoup de concurrents qui facturent déjà certains prix, vous ne pouvez pas vous permettre de changer ou de faire varier les prix. Donc dans ce cadre-là, effectivement, ça peut être un choix pertinent de ne pas être assujetti à la TVA pour avoir un prix le plus haut possible en termes de chiffre d'affaires. Voilà, c'est un choix qui peut se faire. Et puis, toujours pareil aussi, si vous n'avez pas beaucoup de charges, ça peut être aussi un choix gagnant. Deuxième option, soit vous placez d'office sous le régime donc, de la TVA, soit aussi vous avez dépassé les seuils de franchise en base, parce qu'il y a des seuils, généralement au-dessus de plus de 40 000 et quelques, vous devez impérativement donc, être assujetti à la TVA. Donc dans ce cadre-là, vous avez plusieurs déclarations à faire de façon donc mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Et le principe, c'est l'inverse de la franchise en base, c'est je collecte de la TVA. Donc sur ma facture, je vais ajouter donc le taux de TVA qui correspond. Après, vous faites attention sur les taux de TVA. Typiquement, ceux qui se lancent dans un projet de restauration, ce ne sera pas le même etc. Mais ça, vous devez le savoir. Évidemment, donc, je facture de la TVA et corrélativement, je peux récupérer de la TVA sur les factures que je supporte. Sur les frais d'expertise comptable, par exemple, je ne vais pas payer 180 €, je vais payer 150 parce que les 30 € de TVA, je vais les récupérer. Est-ce qu'on est bon sur le régime de la TVA ? Bon, je considère que c'est oui. N'hésitez pas si vraiment il y a des questions sur la TVA. Oui, on est bon ? C'est bon. Ok. Et après, donc, deuxième donc, régime donc, pour les sociétés donc, commerciales ou les associations, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc là, vous allez payer donc, de l'impôt sur les sociétés sur vos bénéfices, on est d'accord, donc c'est-à-dire que vous faites un chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, vous allez déduire toutes les charges que vous allez supporter, les charges et les charges fixes et les charges courantes. Et donc, il va en ressortir donc, un résultat. Ce résultat, ça peut être soit un bénéfice, si ce résultat est positif, soit une perte, malheureusement, sur peut-être les premières années, parce que vous avez beaucoup investi et vous avez supporté beaucoup de charges. Dans l'éventualité où vous générez un bénéfice, vous allez devoir payer donc, de l'impôt sur les sociétés. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que quand même, l'impôt sur les sociétés est assez favorable. Vous savez qu'il y a un impôt à taux réduit. Donc jusqu'à 42 000 € de premier bénéfice, vous payez 15% d'IS. Et par la suite, donc, le taux d'impôt sur les sociétés donc, a baissé. Là, on est à 25%. Donc c'est 25%. Donc au-dessus de 42 000 €, vous payez 25% d'impôt sur les sociétés. Et là, après, vous allez avoir votre bénéfice distribuable auquel vous pourrez distribuer aux associés, vous pourrez le réinvestir, vous pourrez faire des augmentations de capital. Mais voilà, au niveau de l'IS, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'impôt sur les sociétés? Non, mais écoutez, c'est tout. Sur les options fiscales, en tant que effectivement donc associé ou actionnaire donc d'une société, vous allez avoir la possibilité donc de compléter vos statuts avec un pacte d'actionnaire. Je pense que ça parle à certains. Le but donc d'un pacte d'actionnaire, c'est surtout
d'aller plus loin, comme je l'ai dit, que les statuts, parce que c'est un document donc, qui ne va pas faire l'objet d'une publicité, donc on va un peu pouvoir y insérer donc, tout ce qu'on a envie. Il y a des clauses aussi, tout simplement, qu'on ne peut pas faire figurer dans les statuts, notamment, je pense aux clauses de bad behavior, on va la voir tout à l'heure, qui sont des sanctions au niveau des associés. Donc le but, c'est de faire en sorte qu'on prévoit les situations donc, de mésentente, de blocage. On va pouvoir aussi insérer donc, tout ce qui relève, j'allais dire, du règlement intérieur de la société. Donc une organisation au niveau donc, de l'implication, de la gestion des tâches entre associés, etc. Donc voilà, vous allez pouvoir rédiger un document complémentaire au statut qui viendra régir vos relations entre associés ou entre actionnaires et qui vous permettra effectivement de privilégier tout simplement des intérêts de la société et du fondateur. Les avantages, donc, comme je vous l'ai dit au niveau du pacte d'actionnaires, c'est de faire en sorte que quand un litige survient, on se réfère tout simplement à ce pacte qui a été normalement négocié, rédigé entre les associés et signé. Il peut être aussi rédigé par une tierce personne, un avocat, qui va pouvoir le garder, donc faire en sorte de l'archiver et j'allais dire jouer un petit peu le rôle d'arbitre le jour où un litige survient. Donc ça c'est quand même assez avantageux et ça vous évite de faire un recours en justice. Vous savez, c'est tout de suite assez cher, donc les recours en justice. Et puis c'est très long et c'est pas forcément les décisions qu'on escompte à chaque fois. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un pacte d'actionnaires doit être signé par tous les associés ou actionnaires. Et par contre, vous ne pouvez le modifier qu'avec l'accord de tous les associés et tous les actionnaires. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit donc, les clauses les plus protectrices possibles, les plus strictes possibles, pour éviter que dans le futur, si on ne s'entend pas, on doive le modifier et que la personne qui nous pose difficulté s'oppose à la modification donc, de ce pacte, du pacte en question. Voilà un petit peu pour le pacte d'actionnaires. Après, comme je vous l'ai dit, donc, il y a des clauses qui sont communes et qui s'insèrent. Alors, je crois que c'est l'objet de la slide suivante, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Donc, les clauses clés. Donc, il peut y avoir une clause d'inaliénabilité. Ça, c'est surtout pour les projets, les startups qui ont besoin donc, de rassurer les futurs investisseurs en disant les associés, donc ils ont telle ou telle fonction dans la structure, ça se passe très bien, et on veut vous prouver qu'ils vont rester dans la structure et que vous allez pouvoir investir sereinement dans la société. Donc on va faire en sorte que le fondateur, que les hommes clés, que les associés qui ont une véritable fonction dans la structure ne puissent pas sortir de la société. Donc on va insérer une clause d'inaliénabilité. Il peut y avoir aussi une clause de non-sollicitation. Ça va aussi généralement avec des clauses de non-concurrence et de confidentialité. C'est, on est 3 associés, on monte un projet. Je veux éviter que dans le futur, il y en ait un qui parte et qui aille solliciter les clients qu'on a mis des mois, voire des années à démarcher. Pareil pour les fournisseurs aussi. Vous savez, sur les activités assez clés avec des secrets de fabrication, des savoir-faire particuliers. Il suffit qu'on ait un fournisseur avec lequel on a passé une clause d'exclusivité et qu'un concurrent aille le solliciter pour que finalement mon savoir-faire tombe dans le domaine public et que je perde la spécificité donc, de ma structure. Donc on va pouvoir insérer donc, ce type de clause. Et c'est intéressant aussi donc, de les insérer parce que on va prévoir donc, des mécanismes assez dissuasifs avec des clauses pénales notamment, qui vont faire en sorte que les associés seront fortement incités à suivre ces causes et à les respecter, notamment avec des pénalités financières assez dissuasives, comme je vous le disais. Il peut y avoir donc des clauses de sortie forcées. La plus courante et la plus importante, c'est celle qui permet aux fondateurs de forcer les associés donc, minoritaires à sortir à partir du moment où il y a une proposition donc, de rachat d'une tierce personne sur la totalité. Ça évite que le cessionnaire ait à négocier avec 3 ou 4 associés. C'est le fondateur ou la personne qui a la majorité qui décide. Et à partir du moment où effectivement l'offre est intéressante, les minoritaires sortent aux mêmes conditions et au même prix, aux mêmes modalités, quoi. Une clause buy or sell, là c'est généralement c'est intéressant pour les statuts ou les associations où vous êtes que 2. Là encore, on est sur des clauses qui s'appliquent en cas de mésentente parce que la relation ne fonctionne plus. Ce qui va se passer, c'est que vous êtes 2, il y a un qui veut sortir, il va avoir la possibilité donc, de
proposer à l'associé donc en face de racheter ses titres. Si l'associé donc refuse, c'est à lui de racheter les titres de la personne qui voulait sortir. Donc on est sur des clauses qui vraiment ont pour but de résoudre la situation en cas de blocage, de ne pas faire en sorte que la société soit bloquée pendant 2 ans et demi, en attendant qu'on aille saisir un juge, que ce juge nomme un mandataire qui est une tierce personne qui va devoir s'occuper et diriger la structure dans l'intervalle, d'engager donc des frais considérables. Le but, c'est vraiment de tout prévoir et d'anticiper. La clause assez connue maintenant de bad et good liver. Clause de bad liver, c'est une clause de sortie automatique. On a listé donc certains événements. À partir du moment où se produisent et que ces faits sont des manquements caractérisés d'un associé, il a l'obligation de nous céder ses titres. Il sort avec, là encore, une pénalité, c'est-à-dire qu'il sort avec une décote sur ses titres. Je vous donne un exemple, la société est valorisée à 100 000 euros, il détient 40%, je ne vais pas lui donner 40 000 euros si il a fait une faute qui nous crée un préjudice au niveau de la société. Donc là, je vais prévoir une décote qui peut aller jusqu'à 70% de ces titres. Et l'associé, vulgairement, il est puni parce qu'il a commis un manquement et qu'il doit sortir de la structure. Et à l'inverse, donc, il peut y avoir donc, des clauses de good liver. Et là, les événements ne seront pas forcément donc, négatifs, c'est des événements positifs. Et ça permet en fait de consolider un petit peu les liens et de faire en sorte que au moment de l'association, on sache que s'il y a des accidents de la vie, s'il y a des problèmes particuliers ou s'il y a même des choses positives, des objectifs positifs qui sont réalisés, je ne vais pas pénaliser mon associé, mais au contraire, je vais le remercier avec une bonification. Avec un bonus important. Et là, ça va vous permettre de motiver tout simplement les troupes. Voilà. Il peut y avoir donc des clauses évidemment de distribution donc, des dividendes. Distribution des dividendes, pourquoi? Parce que une société, donc évidemment, a la vocation à générer du bénéfice. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, c'est pas parce qu'on génère du bénéfice qu'on va forcément se l'approprier en tant qu'associé. Donc, il peut y avoir donc, des clauses qui ont vocation à réglementer donc, les éventuelles donc, distributions. Il peut y avoir une distribution automatique de 50%. Il peut y avoir aussi une mise en réserve à chaque fois parce qu'on va considérer que pendant un temps et un nombre d'exercices qui est déjà déterminé, on ne va jamais se distribuer de dividendes et on ne va même pas le proposer donc en assemblée générale ordinaire, mais on va au contraire donc tout investir parce qu'on a un but, un projet commun. Et ça peut être intéressant quand même de le prévoir en amont et de le mettre par écrit. Ça évite les discussions où finalement au bout de 2 ans, il y en a un qui s'est marié, qui veut acheter sa résidence principale et qui attend des dividendes, et l'autre finalement qui veut pas forcément distribuer. Voilà, donc ça permet de revenir à ce qui a été décidé en amont. Et là encore, je sais que c'est difficile de se projeter, mais ça permet aussi de vérifier qu'on a un peu les mêmes attentes au niveau des sociétés et de la politique de gestion de la société. Et après, donc, dernière clause que moi je trouve particulièrement importante, c'est celle du mandataire. Vous avez la possibilité donc, de nommer un mandataire qui va exécuter donc, le pacte, parce qu'une fois que vous le signez, c'est très bien, vous le rangez, mais le jour où les difficultés surviennent, malheureusement, les associés qui devront être pénalisés par ces clauses n'ont pas forcément l'envie de les exécuter. Donc on fait en sorte qu'il y ait une tierce personne qui peut donc, exécuter donc, les clauses et on passe outre le refus de l'associé problématique ou litigieux. Voilà un petit peu pour les pactes, le pacte d'actionnaires et les clauses clés. Bien sûr que vous avez d'autres clauses qui peuvent être insérées. Je vous invite toujours, là encore, la même chose que les statuts, à rédiger un pacte qui correspond à vos besoins, que vous discutez, dont que vous négociez entre vous. C'est particulièrement important. Et là encore, ne faites pas de copier-coller sur un pacte que vous avez trouvé, parce que ce serait dommage et en plus ça ne vous permettrait même pas de comprendre ce que vous avez mentionné et après c'est toujours pareil, une fois que la difficulté survient déjà, malheureusement c'est compliqué de revenir dessus et de se replonger dans le pacte qu'on a mal rédigé ou pas forcément bien compris. Voilà. Et après oui, effectivement, donc le pacte d'actionnaires, c'est bien de rappeler qu'un associé, donc c'est pas de la main-d'œuvre gratuite.
Faites attention, et là, il faut, je pense aussi être pragmatique, hein, être honnête. C'est pas parce que vous avez des personnes qui peuvent vous suivre sur les projets, parce que vous leur faites miroiter donc, des choses, que vous allez pouvoir les exploiter durant je ne sais pas combien de mois, combien d'années. J'ai le cas, par exemple, d'une dirigeante sur une start-up qui a un très beau projet, hein, franchement, et ça avance plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'elle avait promis à plusieurs associés d'augmenter leur taux de participation. Elle les avait fait entrer dans la société, donc avec pas beaucoup d'actions. Et c'est vrai qu'il y a une personne qui a travaillé pour elle pendant 1 an. Et au moment, effectivement, donc, de lui retrocéder donc, un certain pourcentage, elle a été écœurée par la situation et elle a préféré donc, sortir plutôt que continuer parce que la carotte qui lui était un peu tendue, ça l'a épuisée au bout d'un moment, quoi, moralement. Donc voilà, il faut être aussi assez honnête dans les démarches qui sont accomplies. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un peu le défaut des startups. Voilà, même si vous avez un projet qui est très beau, on ne peut pas toujours promettre à des gens d'avancer et de les faire travailler au résultat. Voilà un petit peu pour ça. Toujours pareil, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le pacte d'actionnaires. Si effectivement vous n'avez pas de questions, on passe au contrat. Sur la partie donc contrat, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, pardon. Non, je voulais juste vérifier parce que je sais qu'Agathe, c'était un de ses besoins en ce moment de rédiger, je crois, le pacte d'actionnaires. Elle est arrivée un peu tardivement, mais je sais pas si ça répond à tes questions un peu, Agathe. Du coup, je reprendrai après. J'ai entendu qu'il fallait bien mettre ça au clair. Juste, j'ai une question du coup. Est-ce que vous avez un peu une base, parce que je suis arrivée un peu à la fin, de ce que vous mettez dedans? Alors une base, Une à sorte part de... les clauses clés, peut-être effectivement ça vous l'avez, ce slide, vous étiez là ou pas du tout? Non, mais je vais le prendre en photo. Merci. Et sinon, ce que je pourrais faire, c'est envoyer à Fatima si c'est bon, un squelette moi, que j'aime bien envoyer aux personnes qui vont rédiger un pacte d'actionnaires pour qu'ils puissent prendre connaissance un petit peu donc, de la trame et des clauses qui doivent impérativement être réfléchies. Ça serait Oui, sans super. problème. On fera ça tout à l'heure. Ouais. Ouais, je me le note aussi, mais super. Merci beaucoup. Voilà pour ça. Par la suite, donc sur le contrat, donc comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est déjà de déterminer quelle est votre cible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, en B2B, c'est pas la même chose qu'en B2C, pour la bonne et simple raison qu'en B2C, vous savez que c'est le droit de la consommation qui s'applique. Donc là où vous allez avoir des marges de manœuvre, une certaine liberté contractuelle, si vous êtes en phase de professionnel, vous n'allez pas avoir, vous allez tout simplement pas les avoir en phase de consommateurs parce qu'ils sont protégés, que c'est le droit de la consommation qui s'applique et qui vous impose de rédiger certaines clauses, d'avoir un contrat, de leur soumettre des conditions générales de vente avant qu'ils acceptent ce contrat, etc. Donc attention effectivement à bien déterminer quelle est votre cible parce que ça vous permettra de déterminer quelles sont vos options et votre marge de manœuvre possible. Donc sur bien évidemment les premières étapes, on a le devis qui est particulièrement important. Donc soit vous avez un site et ils peuvent prendre connaissance donc, du catalogue des prix de vente, soit c'est des devis qui sont réalisés. Vous savez que sur le devis, il doit y avoir des mentions obligatoires, hein, comme sur la facture. Et un devis, ça prévoit donc le montant d'un acompte et la signature obligatoire avant de le communiquer pour qu'il y ait une acceptation du contrat. Sur le contrat, on peut se poser la question de savoir si c'est obligatoire ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contrat, c'est pas forcément un contrat écrit, hein, il peut y avoir des contrats oraux. La difficulté, bien sûr, c'est que vous n'allez pas avoir de preuves, donc ça sert un peu à rien. Maintenant, ce qui peut se faire aussi, c'est qu'on peut considérer que les échanges de mails qui déterminent les obligations donc, de chaque partie forment un contrat, j'allais dire. Donc, c'est pas forcément un contrat avec un titre, contrat de prestation de service, de partenariat, de collaboration. Ça peut être aussi des échanges WhatsApp, SMS, mail, etc., où on se met d'accord sur l'exécution d'une prestation et vous pourrez prouver que vous aviez bien un contrat avec un prix déterminé et des obligations, un objet donc, sur le contrat.
Après, évidemment, si vous êtes là, c'est pour que vous gagnez un petit peu en termes de formalisme. Et je vous inviterai toujours à être le plus professionnel possible, à envoyer donc des devis qui sont clairs, qui sont compréhensibles, avec des conditions générales de vente qui sont attachées, et un contrat aussi rédigé donc pour votre compte. Hein. Faites attention aussi à ce qui se pratique souvent, c'est-à-dire le fait que en face, vous recevez une proposition de contrat. À partir du moment où c'est pas vous qui avez la main sur la rédaction, mais bien sûr que le contrat ne sera pas rédigé dans votre intérêt. Donc vous faites attention et si vous êtes dans ce cas de figure, vous relisez le contrat, vous le renégociez et vous faites en sorte de ne pas signer quelque chose qui pourrait vous désavantager dans le futur. Comme je vous l'ai dit, évidemment, la signature, très importante. Hein, des fois, on a tendance à envoyer des devis, des contrats. Les gens vous rappellent à l'oral pour dire je suis d'accord, vous pouvez lancer la prestation. Ou on leur remet un exemplaire du contrat, ils ne vous le renvoient jamais signé, etc. Et on exécute par force des choses. Attention, si vous n'avez pas de devis, de contrat signé, vous pourrez avoir une difficulté. Donc là encore, hein, essayez de trouver des solutions. Il peut y avoir, ce qui fonctionne très bien, c'est les signatures électroniques où on les oblige à revenir, ou sinon, quand ils vous donnent une réponse à l'oral, vous pouvez leur faire vous-même un retour écrit en disant je fais suite à notre conversation téléphonique dans laquelle vous m'avez donné votre accord pour lancer le contrat. Je vous rappelle qu'il faut me le renvoyer signé, mais voilà, que je prends en compte votre accord. Il faut vraiment prendre le réflexe de se protéger en fait. Pareil, donc selon que vous êtes en B2B ou B2C, vous allez avoir un droit de rétractation ou pas qui s'applique. Ça va dépendre aussi de l'activité de la prestation, le droit de rétractation. Vous savez que sur les prestations, par exemple sur mesure ou les prestations électroniques, etc., il n'y a pas forcément donc, de droit de rétractation. Maintenant, si votre activité fait qu'il existe un droit de rétractation, attention, si vous ne le dites pas à votre client, malheureusement, effectivement, il pourra y avoir donc une sanction. Vous avez donc un droit de rétractation qui s'applique rétroactivement, donc avec une durée non plus de 15 jours maintenant, mais de 1 an si vous n'avez pas fait, si vous n'avez pas averti votre client. Donc attention, je vous invite à faire vérifier que ça s'applique ou non à votre contrat et à envoyer, si ça s'applique, à votre co-contractant tous les éléments qui lui permettent de lancer la prestation en toute connaissance des causes, c'est-à-dire en refusant de son droit de rétractation avec, vous savez, les formulaires qui sont attachés et qui devront lui être envoyés. J'ai une question par rapport à ça. Du coup, quand on fait de la vente en ligne et qu'on a mis dans les conditions générales de vente que en cas de rétractation, voilà, ils ont 14 jours, c'est bon, ça suffit? Oui, bien sûr. Après, ce qui est bien aussi, c'est d'annexer le modèle, le formalisme, pour exercer leur droit de rétractation. Et vous pouvez aussi annexer un deuxième modèle, c'est-à-dire une renonciation à leur droit de rétractation, ou que vous leur faites signer. S'ils veulent faire partir la prestation et la faire commencer avant le délai de 14 jours, il faut juste qu'ils aient connaissance du fait que, dans ce cas-là, il n'y aura pas de remboursement. Mais oui, ça suffit en soi. Et en fait, dans un cas où les personnes payent maintenant pour une prestation qui a lieu que dans un mois, comment ça se passe? Alors non, le droit de rétractation court à compter du jour où ils ont signé le contrat et j'ai vraiment versé le premier acompte. Et donc ils auront 15... Pardon? Ok, d'accord, merci. Ouais, ils auront 15 jours à partir du moment où, 14, à partir du moment où ils ont signé et ils auront largement eu le temps effectivement de vérifier que ça correspond. Mais le droit de rétractation, c'est pas pour tester la prestation, c'est juste pour éviter que si ils changent d'avis le lendemain de la signature du contrat, ils puissent le faire. Oui. C'est quelque chose qui est obligatoire, le droit de rétractation? Alors, ça dépend dans quel type d'activité et si vous êtes face à des consommateurs. Mais oui, si la loi prévoit un droit de rétractation, vous êtes obligé de le respecter. Comme je vous le dis, s'il y a un droit de rétractation et que vous n'avez pas averti donc vos clients, il pourra dans le futur le revendiquer et vous serez obligé donc de l'appliquer. Ouais. Ok, ça marche. Merci beaucoup.
Voilà pour ce droit. Pour la facturation, donc très important aussi, hein, vous devez établir des factures. Je passe un petit peu les mentions obligatoires. Alors, je vous l'ai dit, elles sont facilement trouvables sur le site du service public. Maintenant, vous savez que vous devez évidemment donc, le renvoyer. Si c'est par voie électronique, il faut le mentionner donc, dans votre contrat ou dans vos CGV. Voilà. N'hésitez pas à lier les documents. Donc, moi, ce que je préconise, c'est que dans le devis, en plus donc, de la signature, vous pouvez rajouter une clause en disant bon pour acceptation du devis et des conditions générales de vente et du contrat. Faire en sorte qu'effectivement, on ne puisse pas vous reprocher de ne pas avoir communiqué donc, tous les documents. Et c'est à vous, s'il y a une difficulté, donc, de prouver que vous avez bien respecté donc, les normes impératives. Donc, n'hésitez pas à faire en sorte que ce soit cohérent, à garder des traces écrites et, comme je vous le dis, à lier des documents. Les conditions générales de vente, elles peuvent aussi, comme le font les grandes entreprises, être sur le verso de votre devis ou de votre contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est à vous de réfléchir à cet ensemble et à appliquer une politique cohérente. Et après, toujours pareil, je vous invite évidemment à faire attention à l'exécution donc, des contrats. Le mieux, c'est d'être pragmatique. Je vous donne un exemple, c'est très bien les contrats et je suis la première à les rédiger. Maintenant, il vaut mieux une bonne exécution donc, du contrat avec un acompte assez significatif dès le départ de la prestation et des garanties et même des échanges de mails très formels qui permettront, en cas de difficulté au juge, donc, de savoir qui a raison, qui a tort, plutôt qu'un contrat parfaitement ficelé où vous allez avoir du mal à récupérer donc, le prix de vente parce que l'exécution est mauvaise. Donc, je ne sais pas si vous avez compris là où je veux en venir, mais faites attention, voilà, il vaut mieux prioriser l'exécution du contrat en lui-même et être cohérent, plutôt que le formalisme du contrat qui n'est pas forcément si important que ça. Voilà, si vous n'avez pas de questions sur ça. Vous savez, vous avez aussi la possibilité, donc même avant tout contrat, de faire signer donc, aux personnes que vous avez en face donc, un accord de confidentialité. Un accord de confidentialité doit toujours contenir donc, les trois éléments qui sont mentionnés donc, sur le slide, c'est-à-dire la définition des informations confidentielles. Tout ne peut pas être confidentiel. Donc attention, moins vous êtes précis, moins vous aurez de chance d'obtenir, j'allais dire, l'exécution donc, de cet accord. Donc, vous devez bien identifier quelles sont les informations confidentielles et quelles sont les informations qui ne sont pas soumises au secret. La durée maximum, on ne peut pas avoir un accord de confidentialité sans durée. Donc, je vous invite à mentionner une durée. Ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans. À partir du moment où ce n'est pas encadré avec une durée ferme et un terme déterminé, malheureusement, on est sur un contrat à durée indéterminée et chaque partie peut le résilier à tout moment. Donc, c'est pas intéressant, ça ne sert à rien. Et une sanction, là encore, si vous n'avez pas de pénalité financière qui est mentionnée dans votre accord de confidentialité, très concrètement, vous allez avoir beaucoup de mal à faire constater donc, le manquement, à actionner donc, une action juridique, judiciaire d'ailleurs, devant le tribunal et obtenir une décision dans 2 ans. C'est très compliqué. Donc, il vaut mieux avoir une pénalité financière qui, là aussi, aura quand même normalement un rôle assez dissuasif. Plutôt qu'avoir un accord de confidentialité bien écrit où il n'y a pas de pénalité financière. Quoi. Voilà pour l'accord de confidentialité. Sur les droits des contrats, donc, je fais un petit focus sur les cas donc, de risque en requalification en contrat de travail. On va le voir aussi donc, sur le volet de droit social. Hein. Mais évidemment que vous ne pouvez pas faire occuper donc, un poste de salarié par une personne à qui vous aurez demandé de s'immatriculer en auto-entrepreneur. Donc faites très attention. Là encore, c'est un risque qui peut se payer très cher. Donc attention, il y a lien de subordination, il y a un véritable risque de requalification en contrat de travail à partir du moment où il y a un lien de subordination. Et le lien de subordination, c'est la faculté à donner des ordres, des consignes et à pouvoir sanctionner la personne. Donc à partir du moment où ces éléments sont là, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur le contrat. On est sur un contrat de travail et non pas un contrat de prestation de service. Donc faites très attention. Voilà, si vous avez un site internet, vous savez qu'il faut impérativement mentionner les mentions légales. Les mentions légales, c'est celles qui permettent à tout visiteur de votre site
de savoir à qui appartient donc, ce site et qui en est donc l'éditeur. Donc c'est obligatoire, hein, vous pouvez être sanctionné si ces mentions donc, n'apparaissent pas, donc attention. Il doit y avoir une politique de confidentialité. Alors, je ne sais plus si on va le voir au cours de cet échange, mais sur la politique de confidentialité, ça rejoint un petit peu la mise en conformité obligatoire avec le RGPD, donc avec le règlement sur la protection donc, des données personnelles. Donc, attention, là, vous savez que maintenant, vous êtes tous assujettis donc, à cette obligation. C'est un règlement que, en tant que professionnel, vous devez faire appliquer et qui permet de garantir le fait que les personnes vous ont consenti à ce que vous utilisiez leurs données personnelles, que vous êtes apte à les protéger, qu'ils ont le droit de vous écrire pour obtenir une rectification, une suppression, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, voilà, une rétractation donc, de leurs droits. Donc faites très attention, normalement vous devez aussi se pencher donc, sur ces obligations et être conforme à ce règlement. Vous savez que si vous ne l'êtes pas et si vous n'avez fait aucune démarche, en cas de contrôle de la CNIL, vous pouvez être sanctionné avec une amende. Voilà sur ce qui doit d'abord et impérativement donc, figurer sur le site internet. Par la suite, ce qui est aussi important, c'est les conditions donc, générales de vente. Les conditions générales de vente, quand vous avez un site internet, vous pouvez donc soit les mettre, vous savez, comme les conditions générales d'utilisation, donc en bas de votre site internet, à côté donc, des mentions légales, pour qu'elles soient consultables et accessibles par tous. Maintenant, ce n'est pas forcément une obligation, surtout que les conditions générales de vente, elles ont vraiment pour objectif donc, de régir vos relations et l'exécution du contrat. Donc, parfois, on n'a pas forcément envie que tout le monde tombe dessus. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est pas forcément donc, les mettre à côté des mentions légales, mais plutôt de les rendre accessibles au niveau de la confirmation de la commande. C'est-à-dire avant qu'ils confirment et qu'ils achètent et qu'ils déclenchent donc, la vente, vous pouvez leur opposer. Alors, ça peut être une fenêtre qui s'ouvre, ça peut être un lien, une redirection vers les conditions générales de vente, etc. Ça, c'est vous qui décidez. Mais attention, par contre, vous devez, pareil, en cas de litige, vous assurer que vous avez bien demandé à vos clients de consentir et qu'ils ont bien accepté ces conditions générales de vente. Alors évidemment, donc, ils doivent être bien rédigés. Là encore, en cas c'est souvent dans le cadre de contentieux qu'on se rend compte qu'ils ont mal été rédigés, avec des clauses qui ne vous avantagent pas forcément. Il peut y avoir donc des problèmes sur les clauses de confidentialité, sur les exclusions. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de, par exemple, des cas en cas de retard de paiement. Une clause, par exemple, mal rédigée fait que vous n'allez pas forcément donc, pouvoir bénéficier donc, des intérêts de retard, des pénalités et des frais de justice qui seront remboursés par le client, etc. Donc faites attention, on les rédige soi-même. Là encore, on ne fait pas copier-coller des conditions générales du principal concurrent parce qu'il pourrait, et j'ai le cas, vous intentez donc une action pour manquement au droit d'auteur, parce qu'à partir du moment où il y a une certaine originalité au niveau des conditions générales de vente, c'est protégé par de la propriété intellectuelle et c'est des droits d'auteur, donc là encore, on respecte ça. Vous pouvez vous en inspirer bien sûr, mais pas faire de copier-coller. Comme je vous l'ai dit, donc, vous êtes obligé d'avoir des conditions générales de vente dès lors que vous exercez donc, en B2C. Pourquoi ? Parce que le code de consommation impose que vous ayez demandé à vos clients de les accepter avant de passer donc, le contrat. Par contre, en B2B, ce n'est pas forcément obligatoire. La seule obligation, c'est que si votre client vous les demande, vous avez un délai pour lui fournir. Donc voilà, si vous êtes en B2B, peut-être que vous pouvez vous permettre de ne pas trop vous presser pour les rédiger. Par contre, en B2C, ce ne sera pas le cas. Donc les clauses clés et les pratiques. Clauses clés, c'est celles que je vous donne. Vous devez faire attention donc, aux clauses en termes de délai de livraison ou délai d'exécution. Si vous savez que vous êtes assujetti à certaines contraintes que vous ne maîtrisez pas, vous ne mettez pas des clauses au-delà de, par exemple, desquelles au bout d'un mois, vous devez rembourser le client, etc. Enfin, vous faites très attention. Pareil pour les pénalités de retard. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Il peut y avoir des clauses sur les newsletters, sur leurs droits ou pas. Voilà, vous devez être le plus précis aussi possible sur l'exécution en elle-même du contrat. Faire en sorte que tout ce qui n'est pas mentionné, tout ce qui n'est pas payé par le client, vous n'avez pas à lui fournir. Comme ça, il ne peut pas vous réclamer plus que ce qui est mentionné donc, dans le contrat.
Voilà, et après, donc, il y a des clauses pratiques en termes d'exécution. Exemple, vous avez un abonnement, ben, vous mettez une clause de prélèvement automatique, des choses comme ça. Tout ce qui peut vous faciliter donc, en termes de vente et de trésorerie. Leur opposabilité, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à vous de vous assurer qu'elles leur ont bien été opposées. Et ça, vous devez garder donc, la preuve. Et bien sûr, elles peuvent évoluer dans le fil du cours du temps. Donc là, ce que je vous conseille même de faire, c'est de faire un peu chaque année un focus sur les contrats que vous avez exécutés, les difficultés que vous avez rencontrées. Et si il y a des difficultés qui reviennent souvent, et généralement c'est toujours les mêmes, mais bien sûr que vous pouvez trouver des solutions et les insérer dans les conditions générales de vente pour pallier à ces difficultés. Exemple, vous avez des retards, des problèmes en termes de paiement, des gens qui s'exécutent pas trop. Vous pouvez effectivement demander un acompte beaucoup plus important et ça sera mentionné dans les conditions générales de vente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des petites choses comme ça. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les conditions générales de vente? Oui, bonjour, j'ai une question. Oui. Vous m'entendez correctement? Parfait. Oui. Alors déjà, merci beaucoup pour toutes les infos. J'espère qu'il y a bien une rediffusion parce qu'il y a beaucoup d'infos. Ma question, c'était sur les CGV, les conditions générales de vente. Est-ce que conditions générales de vente égale conditions générales d'utilisation? Je vous pose la question parce que moi, je développe une application. Donc c'est pour ça que ça peut peut-être être la même chose selon ce qu'on vend. Ou est-ce que c'est bien deux choses différentes? Alors oui, c'est deux choses différentes. Donc, comme je l'ai dit, conditions générales de vente, elles ont vocation vraiment à régir l'exécution du contrat et, comme leur nom l'indique, de la vente. Donc, c'est vraiment le contrat lui-même. Conditions générales d'utilisation, vous savez qu'un utilisateur de votre site internet n'est pas forcément un client. Donc déjà, les conditions générales de vente ne seront pas applicables à partir du moment où il n'a pas contracté avec vous. Donc, d'où l'intérêt aussi de déjà prévoir des conditions générales d'utilisation. Et ce n'est pas forcément les mêmes clauses qui vont être insérées. Donc, ça me permet aussi de faire la transition avec la slide suivante. Les conditions générales d'utilisation, on va vraiment mentionner quelles sont les obligations que devront respecter donc, les utilisateurs, les visiteurs de votre site. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Typiquement, ils ne peuvent pas me voler la propriété intellectuelle. S'ils cliquent sur des liens hypertextes, je ne suis pas responsable de ce sur quoi ils tombent. Ils peuvent pas, ça ne peut pas être des concurrents qui s'en inspirent. Voilà, il peut par exemple y avoir des clauses relatives à l'âge. Peut-être qu'il y a un âge au-dessus duquel ils ne peuvent pas visiter votre site et c'est interdit. Donc vraiment, effectivement, je rejoins votre avis, ce ne sont pas forcément les mêmes choses, ce n'est pas le même contrat, ce ne sera pas les mêmes obligations. Donc, ce n'est pas les mêmes choses. Pareil, en termes de responsabilité, ça n'a pas vocation à garantir donc, les mêmes actions. Conditions générales de vente, je suis responsable de l'exécution en elle-même du contrat. Et si ça se passe mal, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a un retard de livraison, le produit que je vous ai vendu, il a un défaut de fabrication, ou la prestation n'est pas conforme à ce que je vous ai vendu. Donc là, effectivement, c'est les conditions générales de vente qui vont s'appliquer. Maintenant, conditions générales d'utilisation, c'est vraiment, vous avez créé un compte et vous m'avez donné donc, des fausses informations, je peux supprimer votre compte. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont être prévues dans les conditions générales d'utilisation. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Et après, j'avais une autre question. Oui. C'est par rapport au contrat lié au partenariat. Est-ce que vous allez aborder ça un peu plus tard dans les slides ou est-ce que vous pouvez donner quelques infos par rapport à ce qui doit apparaître dedans? Parce qu'un partenariat, c'est pas tout à fait la même chose qu'une vente. Donc, il y a peut-être des choses à faire très attention dans ce type de document. Oui, alors c'est-à-dire partenariat, je ne sais pas si vous pouvez donner plus de contexte ou pas forcément. Oui, si, je peux vous donner plus de contexte. Si, bien sûr. Moi, par exemple, je vais prendre mon exemple à moi. Je suis en train de mettre en place des partenariats avec des entreprises de consulting parce que moi, je développe une solution software. Donc, je mets à disposition un outil, mais pour utiliser cet outil, il peut y avoir un accompagnement, du conseil. Et ça, c'est des tiers avec qui j'ai mis en place des partenariats qui vont réaliser cette phase de conseil. Voilà dans quel cadre sont rédigés ces contrats de partenariat. Oui, alors oui, effectivement, c'est pas forcément la même chose qu'un contrat de vente, mais ce seront quand même, pour moi, ce sera quand même la même trame qui va s'appliquer, c'est-à-dire quelles sont les obligations, donc mes partenaires, est-ce qu'il y a des prérequis, par exemple, typiquement, est-ce qu'ils doivent être diplômés ou formés dans certains domaines particuliers, qu'est-ce qu'ils devront respecter. C'est quand même, moi, je trouve assez similaire à de la sous-traitance, entre guillemets, je ne sais pas si vous partagez mon avis. Mais je vais leur confier une mission. Qu'est-ce qu'ils devront faire? Ils devront respecter
l'image que je donne au client, il devrait pour moi y avoir donc des clauses de confidentialité, de non-concurrence, c'est-à-dire qu'ils devront s'empêcher de solliciter donc mes clients avec qui je les ai mis en relation par la suite pour les accompagner sur d'autres sujets, peut-être des clauses donc, de non-concurrence, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans le cadre d'un contrat de partenariat, comme je vous l'ai dit, des clauses problématiques au niveau donc, de l'image, des clauses d'indépendance aussi, hein, on revient un peu à ce que je vous ai dit. En termes de requalification, il y a une certaine indépendance qui doit être mentionnée dans le contrat. Ils ont la liberté donc d'accepter ou de refuser les missions que je leur propose. Quand même, ils ont une liberté d'exécution qui transparaît. Donc tout ça, c'est un peu ce qui doit être mentionné au contrat. Après, il n'y a pas forcément de clause de contrat type. Oui, il y a des trames qui devraient être respectées, mais il n'y a pas forcément de choses type. De tête, je vous dirais ces clauses-là que je vous ai citées. Après, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses en tête ou vous y avez déjà réfléchi. Les clauses, évidemment, de financement, vous devrez les adapter, par exemple, en fonction du paiement que vous allez recevoir des clients en question. Donc, vous allez devoir faire en sorte que ça se coordonne bien, etc. Donc, c'est à réfléchir, mais après... Là encore, vous serez entre professionnels, donc ce seront aussi les usages qui vont s'appliquer. Sinon, j'avais pas de clause en tête, mais vous m'avez donné beaucoup d'idées. Enfin, il y avait des choses auxquelles je n'avais pas du tout pensé, donc très bien que j'ai posé la question. Merci. Ouais. Mais si vous voulez, on pourra prendre 5 minutes d'échange aussi à la fin, s'il n'y a pas de souci. Là, c'est de tête, mais voilà, il peut y avoir d'autres choses qui reviennent. Voilà, donc comme je l'ai dit, les conditions générales d'utilisation, c'est ce que je disais, hein, pas de problème. Clause clé, opposabilité, mise à jour, c'est un peu la même chose. Sur les assurances, vous devez impérativement être assuré. C'est vrai que c'est un écueil qu'on rencontre souvent. Certains pensent que parce qu'ils sont en micro-entreprise ou que leur société a été lancée donc, depuis peu, il se passe effectivement de cotisation d'assurance. Attention, hein, en cas de difficulté, on pourra venir vous chercher vous et c'est toujours, on regarde toujours d'abord de ne pas avoir souscrit à une bonne police d'assurance. Et pareil, faites très attention surtout sur les activités d'achat-revente ou avec des fournisseurs. Il faudra donc bien faire en sorte que vos assurances vous couvrent le plus largement possible et fassent les démarches auprès des assurances des fournisseurs. Donc on lit les polices qui nous sont proposées, les contrats, et on s'assure effectivement que ça correspond, que les franchises ne sont pas trop élevées, que il n'y a pas de problème particulier. Et que vous sachiez ce à quoi vous avez signé, quoi. Voilà, focus donc de vos obligations, donc comme je l'ai dit, et celles donc de vos partenaires, sous-traitants, fournisseurs. Toujours pareil, je reprends l'exemple que vous m'avez cité. Vous allez avoir un partenariat, évidemment que vos partenaires devront être assurés, parce que je dis n'importe quoi. Ils animent une formation au sein de l'entreprise parce que vous leur avez demandé d'intervenir et de former vos clients. Si vous faites une déclaration d'assurance parce qu'il y a un sujet particulier, votre assurance va refuser d'intervenir parce que ce sera l'assurance du partenaire qui devra être exécutée. Donc là aussi, ce sera une clause qui devra être insérée dans le contrat. Vous devez vous assurer qu'eux-mêmes sont bien assurés et que l'assurance pourra jouer. Oui, Agathe. Oui, à partir de quel moment est-ce qu'on doit s'assurer? C'est quand on dépose les statuts ou ça peut être quand on a nos premiers clients, nos premiers partenaires, justement? Alors, la date limite, c'est à partir du moment où vous avez effectivement votre premier client. Il faut que, tout simplement, dès la première exécution du contrat, votre assurance puisse jouer. Qu'il n'y ait pas de sujet particulier, parce que la première exécution donc, du contrat pourra être problématique, ce que je ne vous souhaite pas du tout, bien sûr, mais il pourra y avoir des problèmes particuliers, donc il faudra que l'assurance puisse jouer. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Voilà, sur la propriété, on passe peut-être à la propriété intellectuelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de lancer une marque, on s'assure effectivement que la marque est disponible, qu'il n'y a pas un concurrent qui a déjà déposé donc une marque. Vous savez qu'une marque, c'est un signe distinctif et que ça peut recouvrir les dénominations, les noms commerciaux et les enseignes, etc. Donc faites très attention.
avant de lancer une marque, bon, déjà une marque, ça doit être vraiment quelque chose d'acheter original, hein, ce qui n'est pas forcément toujours le cas malheureusement. Donc le but c'est que vous l'ayez créé vous-même. Si vous l'avez créé, enfin, vous avez missionné une autre personne qui vous a créé une marque, qu'elle vous vende la propriété intellectuelle, hein, parce que c'est du droit d'auteur, donc c'est pas parce qu'elle vous autorise à l'exploiter que vous en êtes propriétaire. Et avant de vous lancer dans de la communication, etc., vérifiez quand même que c'est disponible. Vous avez un portail sur le site de l'INPI pour vérifier donc les marques identiques. Alors attention, hein, celle-là, vous allez sortir, donc vous allez taper le nom de votre marque et vous allez voir toutes les marques identiques qui sont enregistrées. Et par contre, pour faire une recherche de similarité, donc c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a effectivement pas de marque identique, mais non plus pas de marque similaire où les clients pourraient confondre les deux marques, vous allez payer 80 € donc auprès de l'INPI et ils vont vous sortir la liste de tous les dons assez similaires. Vous allez vérifier que finalement, un client ne peut pas se tromper parce que certes, il y a des similitudes, mais finalement, on n'exerce pas du tout dans le même secteur d'activité ou finalement, donc avec un logo différent, les clients pourront ne pas faire cette confusion, etc. Donc ça, je vous invite vraiment à le vérifier. Une fois que vous avez vérifié que la marque est libre, vous allez pouvoir effectivement la déposer donc, auprès de l'INPI. Donc soit vous la déposez à titre personnel, donc vous, personne physique, soit vous le déposez donc, au nom de la société que vous allez créer. Et par la suite, effectivement, ce sera la société qui va payer donc, les frais qui sont attachés donc, à ce dépôt de marque, et deux, qui va devenir propriétaire. Ça a une importance toute particulière quand vous avez des projets de levée de fonds, notamment pour les startups. Effectivement, si on se rend compte que le fondateur a déposé à titre personnel sa marque et l'a pas cédé ou donné, ou apporté plutôt, parce qu'on peut faire le don, l'a pas cédé ou apporté donc, à la société personne morale, ça va être compliqué de rassurer les investisseurs parce que le jour où vous partez du projet, finalement, la société n'a plus de marque. Donc attention, on fait bien en sorte que si vous avez une société commerciale, elle détient la propriété intellectuelle, que ce soit donc au niveau de la marque, au niveau des codes sources, au niveau de qu'est-ce qu'il peut y avoir tous les développements, etc. Donc il faut que la société puisse exploiter tous les éléments, tous les actifs de propriété intellectuelle, même s'il y a une difficulté avec vous, personne physique, quoi. Donc voilà, sur les acquisitions et dépôts de la marque et acquisition et dépôt des droits d'auteur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous donnez mission à une société de trouver un nom. Attention à ce qu'il vous cède la propriété, donc les droits d'auteur de cette marque. Et de ce logo aussi, bien sûr. Oui. Ouais. Désolée, j'ai encore une question. Non, pas du tout. Pour du coup, si jamais c'est une personne physique qui fait le dépôt de marque sur l'INPI, est-ce qu'après c'est facilement cédable à une entreprise et est-ce que vous savez si c'est payant? Enfin, est-ce que ça se fait facilement? Parce que nous, justement, on hésite à déposer nos statuts rapidement pour pouvoir après déposer l'INPI avec notre entreprise. Mais c'est juste pour ça qu'on veut le faire et du coup, on n'est pas nécessairement Alors, dans pressé. votre cas, vous avez la possibilité, donc, et c'est quand même bien expliqué sur le site, vous avez la possibilité donc, de faire le dépôt au nom de la société en cours de formation. Et après, donc, à partir du moment où vous immatriculerez la société dans un délai relativement restreint, c'est-à-dire 6 mois, un maximum 1 an, dès que la société va être immatriculée et que vous recevrez le cabis, vous enverrez donc tous les documents à l'INPI pour régulariser, pour qu'ils enregistrent le fait que c'est la société personne morale qui détient donc la marque. Après, sinon, deuxième option, c'est-à-dire vous n'êtes pas forcément très serein, vous êtes un peu frileux, vous déposez au nom de vous, personne physique, et vous ferez un contrat entre vous, personne physique, et la société, vous allez signer, vous pouvez trouver des modèles assez facilement, et c'est pas forcément cher, il y aura juste des droits d'enregistrement à payer aux impôts, je crois que c'est de l'ordre de 125 € si je ne me trompe pas. Donc ça a un coût certain, mais c'est pas non plus exorbitant. Si malheureusement vous immatriculez pas la société dans ce délai-là, c'est le choix. Donc vous avez la possibilité donc, de céder la propriété et de faire en sorte qu'elle vous remboursera les frais que vous avez mis pour déposer donc, cette marque et vous enverrez donc à l'INPI donc, la copie de ce contrat et l'INPI se chargera de vous envoyer un nouveau certificat d'enregistrement, non plus au nom de la personne physique qui l'a déposé, mais au nom de la marque, de la société personne morale. Okay. Donc 2 options. Voilà, mais vous avez effectivement cette option qui n'est pas forcément très connue, mais vous avez la possibilité de déposer au nom d'une société en cours de constitution. Ok, trop bien. Merci. Alors, je vois la conversation, je ne sais pas si c'est une question. Oui.
Oui, il y avait une question de la part de quelqu'un. Oui, alors ça charge, désolé. Je sais pas Avec si. quelqu'un Ouais, Attends, je vais lire la Ouais. question. Du coup, c'est quelles sont les solutions pour protéger une application web type logiciel? C'est Ah, fait. effectivement, donc le type logiciel, c'est dépôt des codes sources, malheureusement, enfin, il y a un peu que ça. Vous savez que les idées ne sont pas protégeables. Donc, vous allez juste pouvoir déposer des codes. Étant précisé que malheureusement, ça vous le savez mieux que moi, ben, les gens, enfin les concurrents, des fois sont assez malhonnêtes, ils sont pas forcément très bêtes. Ils vont pas vous faire un copier-coller, j'allais dire vulgaire. Ils vont ben, réécrire les codes avec les mêmes propriétés. Donc malheureusement, ça va vous protéger d'une concurrence déloyale, c'est-à-dire où quelqu'un a fait un vulgaire copier-coller, vous a volé les codes. Par contre, ça ne vous protégera pas de toute concurrence. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour la réunion. Pour la réunion, moi, je suis en train de dire, désolé, il reste 5 minutes à votre réunion. C'est compliqué donc en termes pour les applications d'obtenir une protection absolue. Après, vous aurez toujours la possibilité donc d'avoir une action en concurrence déloyale si on vous vole effectivement l'idée et qu'on crée une application similaire. Hein, ça, c'est toujours possible. Mais à part le dépôt du code source, malheureusement, vous n'allez pas avoir beaucoup de choses. Et le dépôt du code source, c'est juste pour prouver qu'à la date, par exemple, du 4 juin, c'est bien vous qui en êtes à l'origine et qui êtes propriétaire de ces droits. Ce ne sera même pas, j'allais dire, une protection absolue, quoi, hein. Ça n'empêchera jamais un concurrent de se placer sur votre sillon et de vous voler l'idée, malheureusement. Voilà. Après, sur le brevet, donc, vous allez effectivement, hein, si vous faites une découverte particulièrement innovante, vous avez la possibilité donc, de protéger l'invention donc, via un brevet. Qui vous permettra effectivement de bénéficier d'un monopole d'exploitation pendant 20 ans. Attention, il faut que ça réponde à 4 critères. Donc, être une solution technique à un problème donc, technique. Être vraiment une invention nouvelle. Hein. Vous savez qu'il y a une recherche au niveau donc, du monde entier pour savoir si personne avait travaillé dessus, etc. Ça doit être une véritable découverte. Impliquer donc une activité inventive. Ça rejoint un petit peu le 2. Et être susceptible d'applications industrielles. À partir du moment où il n'y a pas d'application industrielle, ça ne peut pas être brevetable. Voilà, je passe assez rapidement sur le brevet, mais c'est pour que vous ayez les quatre critères et ça évite aussi l'idée un peu répandue que tout est brevetable. Non, pas du tout, malheureusement. Hein. Voilà. Sur les prestations donc, numériques, je voulais juste vous faire un petit focus en... Oui. Ah, je suis désolée, moi je vous entends vraiment très mal. Ok. Peut-être dans le temps, dans l'intervalle, je finis juste ce slide. Sur les prestations numériques, je voulais juste vous dire, là encore, faites très attention. Quand vous demandez à un développeur, par exemple, de vous créer donc, un site internet et de réaliser une prestation pour vous, pareil hein, pour les cas d'applications mobiles, les codes, etc., faites très attention aux réceptions. Généralement, vous découpez donc, en autant de réceptions qu'il y aura donc d'acompte et de paiement. Ça vous évitera, et j'ai eu les cas, d'avoir des gens à qui vous avez versé 100% de la prestation et qui finalement vous rendent quelque chose d'absolument j'allais dire dégueulasse, pardon, vraiment catastrophique. Et d'obtenir aussi la correction hein, en cas d'anomalie, en cas de bug, etc. À partir du moment où vous les avez payés à 100%, malheureusement, il y aura toujours une bonne excuse pour vous soutirer encore plus d'argent. Donc faites attention, vous découpez la prestation en beaucoup de réceptions et vous conditionnez ces réceptions et les paiements donc, des acomptes à ces réceptions conformes. Et bien sûr, faites attention aussi au transfert des droits d'auteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sur les applications, les codes, même les logos, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, les prestations type développement, etc. Parce que au moment où il n'y a pas de transfert des droits d'auteur, ce n'est pas parce que vous lui avez confié la prestation et que vous l'avez payé pour ça que vous êtes titulaire des droits de la propriété intellectuelle. Il faut matérialiser le transfert des droits d'auteur. Et il n'y a pas de transfert, j'allais dire, les transferts futurs sont nuls. C'est-à-dire que le contrat peut prévoir une clause à la date du 4 juin en disant le transfert de propriété interviendra en totalité à la fin de la prestation et à compter donc du paiement.
ça n'est pas valable. Il faudra impérativement qu'à la date de la fin du contrat, je donne l'exemple de décembre 2024, on s'assoit et il vous fasse un petit contrat où il a bien précisé que la propriété des droits d'auteur vous a été transférée. Oui, pardon. Ah, votre micro est coupé. Bon, Ah, pardon, j'avais oublié d'allumer mon micro. Il y avait une question de quelqu'un qui demandait quel était le 4e critère. C'est Benjamin. Je crois que c'est le 4e critère par rapport au dépôt du brevet. Ah, pardon. Oui, je ne sais pas si on peut revenir. Donc, c'est être susceptible d'application industrielle. Oui, je vous donne un exemple qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre de brevet récent qui a été développé. Peut-être, vous savez, au niveau de tout ce qui est matériel pour récupérer les déchets à la mer, vous pouvez déposer un brevet à partir du moment où effectivement il ne peut pas y avoir de commercialisation en grande échelle parce qu'on ne peut pas en faire une application industrielle. Ça ne peut pas être protégé par un brevet. C'est bon, ok. Il a marqué qu'il a Il ne peut pas y avoir que, si vous voulez, de l'aspect intellectuel et inventif et découverte. Il faut aussi qu'il y ait l'aspect exécution. Vous voyez, quelque chose, une invention qui est brevetable. Il y a les capsules Nespresso, enfin ouais, bien d'exemples. À partir du moment où effectivement on ne peut pas le reproduire à grande échelle et l'industrialiser, ça ne peut pas faire l'objet d'un brevet malheureusement. Ok. Et par rapport au transfert des droits d'auteur, ça c'est une question de ma part. Du coup, pour matérialiser ce transfert de droits d'auteur, il faut que ce soit écrit, faut écrire une clause dans le contrat. Alors, vous pouvez écrire une clause dans le contrat, mais comme je vous dis, les sessions globales futures sont nulles. Donc, il faudra impérativement que ça soit aussi répété à l'issue de la prestation. D'accord. Donc, typiquement, il peut y avoir une clause dans le contrat de développement initialement en disant effectivement à la fin on s'engage à transférer. Par contre, avant de payer le dernier acompte, vous vous assurez qu'il vous a bien refait un écrit à la date où en fait tout ça parce qu'en fait sur les droits d'auteur on ne peut pas céder quelque chose qui n'a pas été créé, une œuvre originale qui n'a pas été matérialisée. Donc en amont on peut écrire tout ce qu'on veut, c'est pas valable tant que l'œuvre n'existe pas, voilà, la création n'existe pas. Donc il faut vraiment impérativement que ça soit matérialisé aussi à la fin. D'accord. On y va sur ce volet très important, hein, vraiment faites attention parce que c'est quand même l'objet de beaucoup de startups qui se loupent. Donc voilà. Et après, donc dernier volet, donc c'est le volet donc, au niveau donc, du droit social, hein, qui, comme je l'ai dit, qui est aussi important. Il y a 3 grands statuts hein, qu'on va voir, parce que je passe un petit peu les contrats classiques, CDI, CDD. Si vous êtes à l'embauche d'un CDI, CDD, c'est très bien, mais du coup, je pense que vous pourrez effectivement vous référer peut-être au conseil de votre conseil. Donc, sur le bénévolat, attention, évidemment, il ne peut y avoir du bénévolat que au niveau des associations. Et il n'y a pas de bénévolat donc sans convention. Il y a aussi une erreur courante, c'est au niveau des gens qui exploitent en présentiel avec des petites boutiques, etc., où leurs familles viennent leur donner un coup de main. Je vous invite à faire très attention en cas de contrôle URSSAF. C'est du travail dissimulé. Et vous aurez beau dire que c'est votre mère, votre père, votre oncle, votre tante qui vous aide, l'URSSAF n'aura aucune pitié et ils viendront vous réclamer des cotisations sociales et vous mettre une amende. Donc très attention, pas de bénévolat au niveau des sociétés commerciales, évidemment. Pareil, donc sur le stage de l'alternance, évidemment, vous faites attention, vous ne prenez jamais un stagiaire en apprenti si vous n'êtes pas déjà assuré. Hein, s'il se blesse, qu'il a un problème, c'est vous qui aurez de grandes difficultés. Vous faites attention aux conventions, aux contrats que vous signez et aussi aux conditions d'exécution, notamment avec le télétravail, hein, où là aussi il y a beaucoup de contentieux. Si un stagiaire, un apprenti donc, se blesse en télétravail, vous savez que vous êtes aussi responsable et qu'on pourrait venir chercher votre responsabilité si vous n'avez pas fait les vérifications donc, nécessaires. Donc attention. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, quand même une recrudescence de recours au prud'homme donc de la part d'alternants si vous leur donnez en fait un statut donc similaire à un salarié avec des fonctions qu'il occupe des fonctions qu'aurait pu occuper donc un salarié en CDI, en CDD, il pourrait entamer une action en requalification
Pareil, j'ai la demande il n'y a pas longtemps aussi au niveau donc, de l'arrêt des contrats d'apprentissage. Attention, je veux dire, le meilleur moyen d'arrêter un contrat d'apprentissage, c'est de mettre un terme donc, à sa période d'essai. C'est 45 jours de temps de présence en entreprise. Donc, n'attendez pas qu'il ait fait 2 mois en entreprise pour venir dire finalement, je ne le trouve pas très bon, ça ne se passe pas très bien, etc. Après, c'est une plaie de s'en débarrasser, malheureusement. Donc, voilà, faites très attention à ce genre de choses. On anticipe et on fait attention. Pour les associations, donc quelques conseils, c'est effectivement donc prendre le temps. Donc, quand je parle d'association, c'est vraiment les associations en tant qu'associés, actionnaires d'une société. C'est vraiment prendre le temps de vérifier donc l'alignement, donc vision, mission. Ça, généralement, c'est un temps qui est pris donc, pendant la rédaction des statuts et du pacte d'actionnaires. Les compétences et des postures complémentaires. Je suis quand même hallucinée de voir des associés qui s'écharpent 6 mois, 1 an après sur des choses dont ils se sont rendus compte les premiers mois et ils vous ont dit non, mais je laisse couler, au fil du temps, ça ira mieux. Non, ça marche pas comme ça. Une association, c'est un mariage. La vérité, c'est que si vous avez repéré certains défauts, et c'est même pas une critique parce qu'on en a tous, mais vous savez que c'est incompatible avec votre façon de faire, n'attendez pas le dernier moment pour vous rendre compte effectivement que vous n'auriez pas dû vous associer avec cette personne. Et voilà, et donc s'assurer de la posture associée et la capacité à tenir sans salaire. Là aussi, les fonctions vraiment d'associé et d'actionnaire est très différent des fonctions donc, qu'on occupe en tant que salarié. C'est pas du tout la même logique. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal avec ces notions d'absence de salaire. Moi, j'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps aussi d'une personne qui me dit oui, mais je ne me suis pas payée pendant 1 an. Oui, mais du coup, tu n'es pas salarié, donc c'est pas la même chose. C'est un risque à prendre et effectivement, si la boîte ne va pas au bout, malheureusement, oui, tu ne seras pas payé, il n'y a pas de recours possible, pas du tout, quoi. Donc, attention. Et après, donc, au niveau de l'association, je vous invite donc à vous associer sans urgence. Vous ne prenez pas, par exemple, n'importe quel associé parce qu'il a de la trésorerie et qu'il peut vous suivre dans votre projet. Si les statuts sont déjà créés, relisez quand même ce qui est mentionné dans les statuts et si vous pouvez rédiger donc, un pacte d'actionnaire. Et après, donc, comme je vous l'ai dit, on ne tient pas les gens donc, sur plus d'1 an sur une promesse. Donc, voilà, vous ne pouvez pas les faire avancer comme des ânes. Il n'y a pas de sujet. Et comme je vous l'ai dit, le pacte d'actionnaire, on passe, ça a été dit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions d'ailleurs sur ces points qui me paraissent très importants. Non. Une fois donc effectivement que vous allez embaucher donc, des apprentis, des salariés, etc. Donc ça s'applique pas forcément donc, aux stagiaires, mais surtout aux apprentis et aux salariés. Vous savez que vous allez avoir des formalités donc, obligatoires, donc, notamment la déclaration préalable à l'embauche qui se fait donc, sur le site de l'URSSAF. C'est impératif, vous ne faites pas rentrer donc, un apprenti ou un salarié dans votre entreprise si vous n'avez pas réalisé cette démarche. À défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cas de contrôle, vous pourriez être condamné à du travail dissimulé. Donc, on respecte ces formalités. On fait signer le contrat. Si vous ne faites pas signer le contrat, ça peut être problématique, surtout si c'est un temps partiel, parce que vous pouvez revendiquer, donc être plutôt un CDI à temps complet. Donc, très attention, on garde bien la copie, on l'archive, on l'envoie à son expert comptable. On profite de la période d'essai pour se poser donc, les bonnes questions. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, l'outil le plus efficace pour se séparer d'un salarié ou d'un apprenti. Une fois que la période d'essai est finie, c'est compliqué parce qu'il faut l'accord de toutes les parties. Sinon, il faut procéder donc à un licenciement. Compliqué aussi parce qu'il faut des preuves, parce que ça peut être toujours sujet donc à des des contestations, donc à des recours en prud'homme. Donc faites très attention. Et après donc on fait attention aux clauses clés. Typiquement, comme je vous l'ai dit, télétravail, donc on s'assure effectivement que ces conditions donc, sont bonnes, que le matériel qu'on lui met à disposition donc, a fait l'objet d'un listing avec les références, qui devra les rendre, qu'il y a une clause sur la confidentialité qui lui impose donc, de faire attention aux éléments donc, qui sont mentionnés. Le mise à disposition du matériel informatique, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de contentieux sur la restitution, l'état de la restitution, etc. Donc on anticipe. Il peut y avoir une clause de non-concurrence. Attention, sur les clauses de non-concurrence en droit du travail, il y a une condition supplémentaire
aux clauses de non-concurrence en droit des sociétés. C'est-à-dire qu'elle devra être limitée dans le temps, dans l'espace et avoir une contrepartie financière. Donc il faut vraiment vous assurer que vous aurez la possibilité donc, de la payer. Hein. On se retrouve vite à payer des sommes assez importantes et des fois c'est pas forcément très utile. Et il doit y avoir aussi une clause de propriété intellectuelle qui régit donc le sort des inventions, parce que en droit français, ce n'est pas parce que votre salarié vous payez à développer de la propriété intellectuelle que les inventions donc, qui pourraient découvrir, mettre au point, seront à la société. S'il n'y a pas de clause d'invention qui vous permet de revendiquer la propriété intellectuelle, et les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle lui appartiennent. Et ce sera à vous de racheter, en plus du salaire que vous lui avez payé, les droits attachés à ces innovations. Donc faites très attention. Voilà un petit peu pour l'embauche. Pour l'exécution du contrat de travail, je vous invite évidemment toujours à faire attention aux heures supplémentaires. Hein. À partir du moment où on peut prouver qu'il y a des heures supplémentaires, si vous ne les payez pas, il peut y avoir un recours au prud'homme, hein, évidemment. Et puis, bon, voilà, il faut exécuter un contrat, hein, tout simplement. Il faut être correct, je pense, des deux côtés. Attention aux manquements. Vous avez à chaque fois donc 2 mois pour sanctionner une faute qui a été commise par un salarié. À l'issue, donc c'est prescrit. Donc on ne laisse pas, pareil, la situation et les manquements donc perdurer. Si on constate qu'il y a eu une faute, on formalise ça assez rapidement. Et attention aussi, un truc qui pourrait se retourner un peu contre vous par la suite, c'est les félicitations, étonnamment. On a quand même beaucoup de recours au prud'homme avec des fautes qui sont parfois donc vraiment attestées, hein, qui sont prouvées, il n'y a pas de sujet, sauf qu'on se retrouve avec des salariés qui utilisent tous les arguments qu'ils peuvent, et notamment des fois des félicitations des employeurs pour venir contredire un petit peu sa position. Donc c'est compliqué, et pareil surtout par un cas de période d'essai, c'est compliqué si vous mettez un terme à sa période d'essai au bout de 30 jours, si pendant 2 semaines, pendant les 2 premières semaines, vous lui avez dit qu'il était parfait, qu'il est top, etc. Donc vraiment, et ça plus généralement même au niveau d'exécution avec vos contrats, attention à ce que vous mettez par écrit. Il faut vraiment anticiper et faire en sorte que ça ne puisse pas se retourner contre vous. Ce qui est quand même des fois malheureux, hein, mais voilà. Sur la procédure... Alors, oui. Moi, j'ai une petite question par rapport... je reviens sur tout ce qui est secret professionnel et clause de non-concurrence, tout ça. C'est une question qui s'applique vraiment à mon cas. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, j'ai travaillé dans une savonnerie et là, je regarde dans mon contrat, par exemple, j'ai une clause où c'est le secret professionnel et où ils me disent que je dois garder la confidentialité sur la fabrication, tout ça, même après ma fin de contrat. En fait, contrairement, ça veut dire quoi parce que là, dans mes ateliers, je vais remontrer comment faire du savon. Faut juste pas que je mentionne que je l'ai appris il y a 2 ans dans cette entreprise-là, ou est-ce qu'ils peuvent me poursuivre parce que je fais des ateliers savon? Alors non, alors il faut vraiment que le savoir-faire soit spécifique, hein, vraiment très particulier. Donc la recette, ça ne doit pas être, une recette qui est développée en fonction de l'usage, mais qui a vraiment été mise au point par cette société en l'occurrence. Si effectivement ça a été développé par eux et que c'est utilisé exclusivement par eux, malheureusement, effectivement, vous ne pourrez pas l'utiliser, après ça dépend du délai, hein, mais pour monter votre société. Après, si c'est quelque chose d'assez usuel et qui se pratique au niveau des usages, il n'y a pas de sujet, bien sûr, que vous pouvez réutiliser, quoi. Après, il y a aussi beaucoup de clauses un peu bateau qu'on applique et que toutes les sociétés donc, qui insèrent dans leur contrat. Après, le savoir-faire, c'est vraiment normalement quelque chose de très particulier. Des recettes qui ont été mises en place et qui ne sont exploitées que par une personne. Généralement aussi, c'est assez secret pour qu'on ne le confie pas à tous les salariés de l'entreprise. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous n'avez pas de crainte à avoir et vous pouvez librement en disposer. Hein. Oui, non, ok, c'est pas une recette très précise qu'ils font. C'est la même recette pour tout le monde, pour les saponifications à froid. Donc, ok, il n'y a pas de sujet. Très bien. Ouais, je pense que c'est... Merci. Super. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Pardon. Sur la procédure donc, disciplinaire,
Donc, comme je l'ai dit, hein, en cas de faute d'un de vos salariés, et notamment donc, vos apprentis, vous avez 2 mois donc, pour sanctionner. Hein. Et attention, les sanctions possibles, c'est un avertissement ou un blâme. Donc, ça, c'est les sanctions donc, les plus, la plus moindre, hein, la mise à pied, donc disciplinaire ou conservatoire, hein, si on veut mettre au pied un salarié, un salarié pour vérifier qu'il n'a pas commis donc, de faute, ou en tout cas que si la faute a été commise, on doit le licencier, on peut le mettre à pied à titre conservatoire, et le temps de mener une enquête et de savoir si je dois le licencier ou pas. Après, donc, on a la mutation, hein, on a la possibilité, hein, mais ça s'applique surtout aux grands groupes qui peuvent se permettre effectivement de muter leurs salariés donc, dans d'autres établissements. La rétrogradation, alors et ça, je vous invite aussi à faire attention. Si demain vous avez un apprenti, vous lui donnez des tâches et finalement vous vous rendez compte qu'il n'est pas bon et que vous lui donnez des tâches moindres, si effectivement lui il arrive à prouver que j'allais dire c'est dénigrant pour cette personne et que c'est assimilé à une sanction, si vous n'avez pas respecté donc, le formalisme, notamment en termes de procédure et en termes de délai, vous pourriez être condamné pour ça. Donc faites très attention. Plus généralement, vraiment en droit du travail, surtout sur les premiers sujets que vous allez avoir, faites-vous accompagner. C'est vrai, je le dis, c'est un investissement que vous ne regretterez jamais. Et après, évidemment, les fonctions, pour les fautes les plus graves, on est sur un licenciement hein, en cas de faute simple. Grave, si effectivement ça cause un préjudice à la société. Et on est sur une faute lourde si ça cause un préjudice et que ça a été commis intentionnellement par le salarié. Voilà un petit peu sur la procédure disciplinaire. En tant qu'employeur, vous avez la possibilité donc, de déterminer la sanction la plus adaptée, la plus proportionnée. Et voilà, il faut faire attention à respecter donc, cette procédure. Généralement, en termes de procédure, c'est vous avez connaissance donc, de la faute, vous notifiez la sanction ou vous convoquez le salarié pour qu'il s'explique et notifie donc la sanction. Donc ça va dépendre des sanctions. Sur un avertissement, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un entretien. Maintenant, sur un licenciement, vous ne pouvez pas licencier un salarié sans avoir respecté le formalisme de l'entretien préalable à un licenciement. Voilà un petit peu sur le droit disciplinaire. Sur la rupture du contrat, donc pour rappel, hein, il y a plusieurs manières hein, de mettre un terme à un contrat. Ça peut être une démission, donc pas de sujet, hein, il faut quitter ses fonctions. Pareil, hein, j'ai vu le cas d'une start-up qui a refusé une démission, on ne peut pas faire ça. Si un apprenti donc, veut démissionner, il a le droit, il ne peut pas effectivement l'empêcher de quitter ses fonctions. Rupture non conventionnelle, donc on est d'accord, donc on est d'accord en formalisme ça. Sur la rupture conventionnelle, il peut y avoir aussi, quand on est en apprentissage, une rupture amiable hein, entre toutes les parties. Et après, donc, il y a le licenciement économique quand c'est pas pour un motif personnel, donc quand on licencie donc, le salarié, et disciplinaire quand c'est pour un motif personnel. Et après, il y a aussi des cas hein, qui sont ni économiques ni disciplinaires, mais inhérents, j'allais dire, au contexte. Ça peut être par exemple des cas d'incapacité, d'invalidité. Vous avez un apprenti, il a passé une visite médicale et le médecin du travail vous dit que c'est incompatible, le poste que vous lui donnez, c'est incompatible avec son état de santé. Donc je reprends l'exemple peut-être de la savonnerie. Vous savez que si finalement il est allergique ou qu'il a des problèmes d'asthme particuliers, etc., si c'est incompatible et que le médecin du travail vous l'a mis par écrit, vous allez devoir le licencier, non pas pour un motif économique ou disciplinaire, mais pour incapacité, quoi. Voilà, donc tout est assez quand même encadré, hein, c'est ce qu'il faut retenir surtout donc, sur le droit social. Et voilà, c'est vrai qu'on arrive à la fin. Mais ça nous laisse aussi un petit temps d'échange. Voilà, si vous avez des questions en particulier, si vous voulez